Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les révisions du bac STMG 2024 et plus particulièrement la MSUN, c'est-à-dire le management. Donc comme pour les cours droit, dans cette vidéo, je vais vous demander de regarder la vidéo que j'avais faite l'année dernière, donc celle de 2023 qui est disponible ici, je vous ai remis la petite miniature, je vais vous mettre le lien en description. Et donc moi là dans cette vidéo, je vais évoquer toutes les nouvelles notions donc, qui seront pour le bac STMG 2024. En sachant que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'ensemble du thème 3, puisque pour cette édition 2024, il n'y a que le thème 3 qui change par rapport à l'année dernière. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous réexpliquer toutes les notions du thème numéro 3. Alors, dans ce dernier thème de l'année, vous avez dû voir en fait tout ce qui concerne l'éthique et les organisations. Alors déjà, on va définir ce que c'est l'éthique. Donc l'éthique, je vous rappelle que c'est le respect pour une organisation de valeurs morales. Alors, comme exemple, on peut prendre évidemment les organisations, notamment les entreprises, qui s'engagent dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, par exemple, les entreprises qui vont faire des actions en plus de leur finalité lucrative pour protéger, par exemple, l'environnement, c'est des organisations qui vont essayer donc de faire preuve d'éthique. Alors attention, il ne faut pas confondre l'éthique et une autre notion qui est très proche, qui est la notion de déontologie. La déontologie, c'est le respect d'un certain nombre de règles, souvent morales, mais qui concernent non pas une entreprise, mais un métier en particulier. Par exemple, les médecins, ils ont un code de déontologie, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas, par exemple, divulguer d'informations personnelles à d'autres personnes sur leurs patients. Alors attention, l'éthique, elle ne concerne pas que les entreprises. Les organisations publiques et les associations sont aussi dans cette démarche de respecter des valeurs morales et donc de respecter l'éthique. Alors maintenant qu'on a précisé ce que c'était l'éthique, voyons des cas, des situations de manquement à l'éthique, c'est-à-dire des entreprises ou d'autres organisations qui ne respecteraient pas les valeurs morales qui du coup seraient divulguées. Alors, un premier exemple de manquement à l'éthique, ce serait le manque de sincérité dans une démarche de l'organisation. Alors ici, on a trois situations possibles. Vous avez tout d'abord le lobbying. Le lobbying, c'est le fait de faire des groupes de pression pour pousser par exemple un gouvernement à eh bien tout simplement mettre en place une loi dans le pays, une loi qui arrangerait l'entreprise, bien évidemment. Autre cas de manquement à l'insincérité, ce serait le greenwashing. Le greenwashing, c'est quand une entreprise met en place des démarches pour respecter l'environnement, mais en réalité, c'est une démarche qui est hypocrite, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des mesures pour soi-disant respecter l'environnement, mais quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est des mesures qui ne servent pas à grand-chose pour l'environnement, c'est juste pour laver leur image de marque. D'où le terme de greenwashing, puisqu'en anglais, greenwashing, c'est le fait de laver son image verte, c'est-à-dire l'image par rapport à l'environnement. Dernier exemple de manque de sincérité dans une démarche de l'entreprise, dans une démarche soi-disant éthique, c'est le social washing. Ça, c'est quand une entreprise dit qu'elle met en place des choses pour améliorer les conditions de travail de ses salariés, par exemple, mais quand on regarde d'un peu plus près, il n'en est rien. Donc ça, c'est des entreprises qui vont, par exemple, mettre en avant le fait que leurs salariés ont des très bonnes conditions de travail, mais en fait, quand on interviewe les salariés, on se rend compte que leurs conditions de travail, en réalité, sont très mauvaises. Donc en plus de ces manquements à l'éthique qui sont donc des manques de sincérité, vous avez aussi les manques de transparence, notamment des manques de transparence financière. Les entreprises, elles sont censées, notamment pour leurs investisseurs, fournir des informations financières fiables. Tout simplement parce que les investisseurs, ils veulent savoir si eh bien, les finances de l'entreprise sont saines ou pas. Quand l'entreprise euh, ne transmet pas beaucoup d'informations financières, ne transmet pas l'intégralité de ces informations financières, on parle de manque de transparence financière. Donc ce principe de transparence que sont censées respecter les entreprises, ça va permettre à l'inverse donc de faire preuve d'éthique. Et puis enfin, donc on a d'autres manquements à l'éthique qu'on peut citer. Alors je vous donne quelques exemples parmi d'autres. L'atteinte à la vie privée, notamment la revente de données personnelles. Les entreprises parfois vont revendre vos données personnelles sans votre consentement. Et puis évidemment les discriminations au travail. Donc voilà quelques exemples de manquements à l'éthique qu'il faut que vous connaissiez. Alors à l'inverse, évidemment, les entreprises, elles peuvent mettre en œuvre de l'éthique de manière sincère. Alors on va voir quelles sont ces mesures qu'elles peuvent mettre en place. Alors ici, par exemple, les entreprises, elles peuvent faire ce qu'on appelle du mécénat. Le mécénat, on le définit par un soutien matériel ou financier apporté par une entreprise à une cause d'intérêt général sans qu'il n'y ait de contrepartie.
Alors ça, c'est par exemple le cas où une entreprise va faire des dons à une association par exemple qui respecte l'environnement, et elle ne va rien en attendre en retour. Donc là, on est vraiment dans un cas d'éthique, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à améliorer la situation écologique sans en chercher de contrepartie. Deuxième possibilité de mise en œuvre de l'éthique, vous avez la démocratie participative. Là, c'est le cas d'une entreprise qui va faire en sorte que ses salariés vont avoir un droit de vote dans les décisions prises par l'organisation. Alors, on pense tout de suite à ce que vous avez vu en droit, hein, les statuts juridiques où il y a ce qu'on appelle les SCOP, c'est-à-dire les sociétés coopératives. C'est des entreprises dans lesquelles les salariés sont les propriétaires de l'entreprise et donc ont un droit de vote par rapport aux décisions prises dans l'organisation. Alors, d'une manière générale, quand l'entreprise met en place donc cette éthique, on parle de participation à l'organisation civique. Donc voilà pour ce premier chapitre sur l'éthique. Alors maintenant, une nouveauté du bac 2024, c'est comment les organisations, elles réagissent aux nouveaux modes de vie, à la fois au travail et pour les consommateurs. Et donc on va voir tout ça dans ce chapitre numéro 2. Alors déjà, les nouveaux modes de vie au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les personnes qui travaillent, eh bien, elles ont de plus en plus de mal à vouloir respecter une hiérarchie, c'est-à-dire à avoir leur patron. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, ces personnes qui travaillent, ils vont de plus en plus travailler de manière indépendante, c'est-à-dire être leur propre patron. Donc par exemple, on voit de plus en plus d'auto-entreprises, de micro-entreprises. Par exemple, tous les chauffeurs et livreurs Uber, c'est des auto-entrepreneurs. C'est donc des personnes qui n'ont pas de réel employeur et donc de réel patron. Ils sont leurs propres patrons en fait. Deuxième nouveau mode de vie au travail qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est la volonté d'équilibrer de plus en plus la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire la volonté de passer moins de temps au travail et de faire en sorte qu'il y ait des limites entre le monde du travail et le monde personnel. Alors pour ça, évidemment, il y a quelque chose qui est arrivé de manière encore plus importante avec la crise du Covid-19, c'est le développement du télétravail, c'est-à-dire un ou plusieurs jours par semaine, au lieu de vous rendre dans l'entreprise pour aller travailler, vous allez travailler depuis chez vous. Deuxième possibilité, deuxième mise en œuvre de cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, pardon, c'est le droit à la déconnexion. Vous savez qu'on a de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus d'applications qui permettent d'interagir avec, par exemple, votre employeur. Et donc, du coup, il s'est développé depuis donc à peu près 10 ans un droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'en dehors de vos heures de travail, vous n'êtes pas censé répondre, par exemple, à votre patron s'il vous sollicite pour quelque chose. Donc maintenant qu'on a vu les nouveaux modes de vie au travail, on va découvrir maintenant les nouveaux modes de consommation, c'est-à-dire que les consommateurs ont un comportement depuis quelques années qui commence à être différent de ce qu'on a connu les années précédentes. Alors on va voir toutes ces évolutions dans les modes de consommation. Premier mode de consommation qui est mis en œuvre de plus en plus ces derniers temps, c'est la consommation responsable. C'est par exemple donc le fait pour les consommateurs de vouloir de plus en plus consommer d'aliments biologiques, hein, donc sans OGM, et puis de plus en plus de produits qui viennent du commerce équitable. Le commerce équitable, vous savez que c'est un principe selon lequel on va rémunérer le producteur à une juste valeur. Même si c'est un producteur qui vient d'un pays pauvre, et donc qui serait payé normalement de manière très faible, on va le payer comme s'il travaillait dans un pays développé. Deuxième nouveau mode de consommation qu'on commence à voir apparaître, c'est le glanage. Alors le glanage, on le définit par la volonté de ne pas gaspiller, notamment le fait d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors là, par exemple, on retrouve l'ensemble des supermarchés qui proposent de plus en plus des rayons anti-gaspillage, ce qu'on surnomme anti-gaspi. Donc je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, je vous ai mis une petite illustration. C'est notamment donc ces étiquettes jaunes qu'on voit sur des produits qui sont proches de leur date d'expiration et pour lesquels on va proposer une réduction importante, moins 30, moins 40, voire moins 50%, pour que les consommateurs se tournent vers ces produits et qu'on évite du coup le gaspillage alimentaire. Troisième mode de consommation qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est le mouvement locavore. Ça, c'est la volonté pour les consommateurs de consommer des produits locaux, c'est-à-dire des produits qui viennent de France, voire de leur propre région. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Déjà pour une raison écologique, c'est pour éviter les transports excessifs, et puis aussi pour une recherche de qualité. Alors maintenant qu'on a précisé donc ces nouveaux modes de consommation, on va passer à la relation entre le numérique
et l'éthique. Alors, vous le savez, quand vous allez sur Internet, parfois vous allez renseigner vos données personnelles. Les données personnelles, c'est par exemple votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de carte bleue, etc., etc. Ces données personnelles, évidemment, il faut faire attention parce qu'elles peuvent être menacées. On avait parlé tout à l'heure de la revente de données personnelles. Donc évidemment, les entreprises, elles vont devoir faire preuve d'éthique par rapport à ces données personnelles que vous leur fournissez. Alors, pour ça, vous avez un texte de droit qui a été créé en 2016, qui est très important, et qui encadre du coup l'utilisation par les entreprises de vos données personnelles. C'est ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général de la protection des données. C'est un règlement européen qui, je vous le disais, a été créé en 2016 et qui donc encadre fortement pour les entreprises l'utilisation de vos données personnelles. Alors, par exemple, dans ce règlement général de la protection des données, les entreprises doivent désormais avoir une raison valable pour collecter vos données personnelles. Par exemple, un site internet, il doit justifier le fait de collecter vos données personnelles par la nécessité de les collecter puisque vous demandez une livraison d'un de leurs produits. Hein, vous savez, quand vous commandez quelque chose sur Internet, bah forcément, il va falloir que vous fournissiez votre nom, votre prénom, votre adresse. Hein. Donc cette justification, maintenant, elle est nécessaire. Les entreprises, les sites Internet, ils ne peuvent plus collecter vos données personnelles s'ils n'ont pas de raison valable. Deuxième chose qui a été mise en place pour faire en sorte que les entreprises fassent preuve d'éthique vis-à-vis du numérique, c'est, alors là pour le coup c'est plus les organisations publiques d'ailleurs, c'est la transparence des algorithmes. Les organisations publiques, notamment françaises, elles ont l'obligation de la transparence des algorithmes qu'elles utilisent sur leur site internet. Par exemple, bah vous avez fait vos vœux sur Parcoursup et vous savez que, eh bien, vous avez été donc classé parmi d'autres candidats sur Parcoursup. Ce qui va vous classer dans un premier temps par rapport à d'autres candidats, c'est ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des petits programmes qui font des calculs en fonction de votre dossier. Eh bien, on exige que ces algorithmes soient transparents, ils soient accessibles au public pour qu'on vérifie que, eh bien, ils fonctionnent de manière normale, qu'il n'y ait pas de candidats qui soient plus avantagés que d'autres, selon des critères qui seraient pas du tout objectifs. Donc la transparence des algorithmes, c'est une autre mesure qui permet d'assurer de l'éthique dans l'utilisation du numérique. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que pour sécuriser les échanges que vous faites parfois sur Internet, les sites Internet utilisent de plus en plus ce qu'on appelle les blockchains, les chaînes de blocs. Alors ça permet notamment, donc vous le savez, hein, je pense que vous avez entendu parler, de faire des échanges de crypto-monnaies, mais les blockchains sont aussi utilisés de plus en plus par les sites Internet pour faire en sorte que les échanges ou même les collectes des données personnelles que vous faites soient faites de manière sécurisée. Alors, dernier point que je vais évoquer avec vous, c'était le dernier point du dernier thème de votre programme de MSGN, c'est l'écosystème. Alors déjà, on va parler de stratégie d'implantation. Quand une entreprise veut s'installer quelque part, il va falloir qu'elle élabore sa stratégie d'implantation, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle choisisse le lieu dans lequel elle va s'installer. Alors évidemment, pour s'installer quelque part, il va y avoir des critères. Pourquoi est-ce que vous allez choisir plutôt un endroit plutôt qu'un autre? Eh bien justement, l'entreprise, elle va choisir du coup des critères dans son écosystème. Donc en fait, l'écosystème, c'est l'ensemble des éléments qui vont influencer son choix d'implantation. Alors parmi eux, on peut citer les ressources humaines. Est-ce que dans la ville dans laquelle vous voulez vous implanter, il y a des personnes qui seraient capables de travailler pour vous, parce que vous savez qu'il y a des personnes diplômées? Est-ce qu'il y a dans cette ville des ressources financières ou fiscales qui soient intéressantes? Vous savez que par exemple, d'une ville à l'autre, vous allez avoir des impôts différents. Donc ça, évidemment, ça va influencer la stratégie d'implantation de l'entreprise. Vous avez aussi les infrastructures de transport et numérique. Par exemple, si vous voulez installer un magasin quelque part, vous devez vous assurer que vos futurs clients puissent accéder à votre magasin via des transports. Par exemple, il faut regarder si vous avez des arrêts de bus à proximité. En ce qui concerne les infrastructures numériques, il faut que vous regardiez si, par exemple, si vous êtes une entreprise dans la high-tech, est-ce qu'il y a bien la fibre optique qui est disponible pour que vous ayez accès à Internet à haut débit? Est-ce qu'il y a des services publics à proximité, des écoles, des crèches par exemple? Et puis enfin, est-ce qu'il y a des supports techniques pour les entreprises qui seraient par exemple effectivement dans la chimie, dans la physique, etc. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que l'écosystème, c'est l'ensemble des éléments qui vont influencer la stratégie d'implantation d'entreprise. Autrement dit, où est-ce qu'elle va s'installer? Est-ce qu'elle va s'installer plutôt dans une ville ou plutôt dans une autre? Donc tous ces éléments que je viens de citer, ça va l'influencer dans son choix. Alors maintenant, évidemment, une fois qu'elle s'est implantée,
disons que cette entreprise, elle est dans la ville depuis, allez, 3-4 ans, évidemment, à son tour, elle va avoir une influence sur ces éléments. Je prends un exemple. Je vous parlais des transports tout à l'heure. Imaginez qu'une grande marque installe un magasin dans une ville qui n'est pas très bien desservie par les transports en commun. Comme c'est un très grand magasin et qu'il y a potentiellement beaucoup de clients qui voudraient se rendre là-bas, peut-être que la mairie de cette ville va faire un effort pour créer des transports publics pour qu'il y ait un arrêt de bus, par exemple, à proximité de ce magasin-là. Donc vous voyez que l'écosystème influence le choix de l'entreprise pour son implantation, mais une fois que l'entreprise est installée, elle-même, cette entreprise va avoir à son tour une influence sur l'écosystème. Voilà, donc on a fait le tour du programme 2024 de MSGN dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre ces notions-là qui sont supplémentaires par rapport au bac 2024. Et je vous dis à très bientôt. Je vais faire prochainement donc des vidéos pour vous aider au niveau de la méthode de ces épreuves du bac. Et donc je vous souhaite évidemment des très bonnes révisions.